Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Sahélienne. Je suis Jérôme Pigny, président du 2R3S. Je suis accompagné aujourd'hui de Yousra Haribi, qui est analyste au 2R3S et doctorante. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Reda Benkiran, qui est sociologue et consultant international à Genève. Bonjour, Monsieur Benkiran. Bonjour, monsieur Jérôme Pigné. Bonjour, Yossa Ribi. Merci pour votre disponibilité. Nous allons aujourd'hui revenir sur l'étude que vous avez dirigée avec le soutien du PNUD et la collaboration du Centre pour le dialogue humanitaire, HD Center à Genève également. Une étude qui s'intitulait Radicalisation, violence et insécurité, ce que disent 800 Sahéliens. Cette étude a été menée dans 8 pays du Sahel, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Tchad, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria et le Sénégal. Nous avons la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui à quelques jours du sommet du G5 Sahel qui s'est tenu au Tchad à N'Djamena, sommet lors duquel Emmanuel Macron a insisté notamment sur la nécessité de donner une perspective aux populations sahéliennes. Alors aujourd'hui, nous allons donc pouvoir redonner la parole aux habitants du Sahel avec votre retour d'expérience du terrain sahélien. J'aurais, Monsieur Benkiran, une première question à vous poser pour que vous puissiez un petit peu nous édifier sur comment s'est déroulée cette enquête de terrain d'une grande envergure en zone de conflit. Écoutez, on l'a décrite comme une sorte de mission épique, stratégique et atypique. Elle date de quelques années déjà, hein, de 2015-2016, mandatée par le PNUD, avec un financement du gouvernement du Japon. Voilà, il y avait besoin de répondre à un appel d'offres pour une étude des perceptions des facteurs d'insécurité dans la région, dans l'immense espace sahélien, dans les zones frontalières des 8 pays que vous avez cités. Et donc, le centre HD de Genève, centre humanitaire, au dialogue humanitaire, a été le porteur de ce projet et donc m'a confié la mission à la fois de concevoir disons, cette étude des perceptions et de la superviser tout au long du déroulé. Hein. Théoriquement, on avait 20 semaines pour mener, 5 mois pour mener ce travail. Donc, c'était dans un temps très, très court. Et comme vous le savez, une recherche digne de ce nom demande 3 à 4 ans au minimum. Hein. Donc, c'était vraiment une mission très difficile, sachant aussi les difficultés logistiques, opérationnelles, voilà, euh, les autorisations, comment travailler dans 8 pays simultanément. Est-ce que comment constituer les équipes, quel type de compétences allons-nous nous entourer? C'était vraiment des questions ouvertes. Et puis, comment ces 8 équipes allaient interagir? Parce que le souci des Nations Unies était d'obtenir à la fin une enquête sur 8 pays avec des spécificités, mais avec des éléments de comparaison. Donc, il fallait aussi développer une méthodologie qui puisse, voilà, qui puisse avoir un certain nombre d'éléments communs pour les différents pays. Donc, tout ça a été extrêmement difficile, mais nous avions pour nous, disons, une certaine liberté. Et donc, en tant que pour concevoir, disons, faire un travail de fond. Et donc, développer une méthodologie de terrain basée sur des expériences précédentes dans d'autres régions, etc. Et j'avais le choix, si vous voulez, entre travailler rapidement, professionnellement, mais sans aller en profondeur. Je vous le dis très sincèrement, en tant que consultant international auprès d'agences internationales, c'est ce qui se fait de plus courant. C'était de déterminer, d'identifier dans les 8 pays les plus grands spécialistes de ces questions de djihadisme, de terrorisme, de sécurité, etc., de mandater des consultants qu'ils sortent leur 4x4 et leur équipement, leur questionnaire et qu'ils aillent vite fait, bien fait, faire un rendu, faire un rapport, voilà, comme il en existe énormément. Évidemment, c'était la solution, je dirais, la plus straightforward, hein, la plus simple à mettre en place, mais je pense que cette étude de perception était le choix même de s'intéresser à ce que pensaient les populations. Je trouvais ça extrêmement intéressant, novateur, et que c'était une occasion historique pour
pour traiter de ces questions qui reviennent de manière lancinante sur voilà, l'islam politique, le djihadisme, le terrorisme, etc., du point de vue de ceux qui sont soumis à cette violence. C'était intéressant. Et j'ai fait le choix d'opter pour une démarche de sciences sociales et en privilégiant non pas le politologue comme il est d'usage, mais de travailler principalement, pas exclusivement, avec des anthropologues et des sociologues. Et donc, j'ai fait le choix risqué, mais qui s'est avéré finalement extrêmement gratifiant, de travailler, de constituer des équipes universitaires. C'est-à-dire que le mandat, le budget conséquent dont je disposais, j'ai préféré l'allouer presque entièrement à la recherche de terrain. Je me suis dit, on va faire un travail qualitatif, on va faire quelques centaines d'entretiens semi-directifs dans ces 8 pays, mais il faut qu'on constitue 8 équipes universitaires. Donc le travail a consisté à déjà identifier 8 équipes dans ces pays, et ça a été très difficile parce que très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait des spécialistes de ces questions, d'excellents analystes, des gens qui produisent des recherches, des livres, etc. Et finalement, là aussi, j'ai fait un deuxième choix de privilégier, si vous voulez, de ne pas mandater comme chef de projet d'enquête des gens qui avaient déjà une œuvre derrière eux, une analyse critique, parce que c'était déjà projeté une grille d'analyse. Nous voulions faire une étude des perceptions. Donc, il me fallait d'excellents chercheurs, d'excellents enquêteurs, mais des gens qui, dans une première mesure, fassent une sorte de parcimonie. C'est ça qu'on a privilégié, tout en ensuite prévoyant dans le rapport de nous adresser à des spécialistes de ces différents pays sur ces questions de sécurité, d'islam, de djihadisme, etc., de les mandater pour des études thématiques. Et donc, les chercheurs ont travaillé. On a eu 2 séries de réunions avant l'enquête et après l'enquête pour définir ensemble la méthodologie qui soit à la fois commune et souple, parce que les réalités d'un pays à l'autre étaient radicalement différentes. Donc, il fallait à la fois avoir des éléments communs, mais laisser une certaine souplesse, une certaine liberté aux enquêteurs. Et c'est ça qui a fonctionné. Il y avait aussi le risque d'être soumis à l'insécurité, à la violence, et que nous n'avons jamais été accompagné par aucune force de sécurité, de police, etc. Et donc, il y a des zones dans cet espace, immense espace Sahel, notamment la zone où sévit Boko Haram, où les ONG occidentales, y compris le CICR, ne peuvent se déplacer sans escorte de forces de sécurité. Or, je dois préciser, ce n'était pas quelque chose qui était exigé de la part de nos équipes de terrain, mais nous sommes allés sans escorte et nous avions prévu toutes sortes de difficultés parce que les gens nous avaient dit, écoutez, même prendre des notes au crayon, comme ça, papier et crayon, pourrait être dissuasif vis-à-vis des gens, il faut faire une autre approche. Voilà. Alors encore moins l'enregistreur ou des choses comme ça. Et en réalité, on s'est rendu compte qu'on était extrêmement bien préparés et que nous avons mobilisé aussi des chercheurs enquêteurs de niveau master, étudiants dans ces différentes universités, qui étaient ravis de pouvoir retourner parfois dans leur milieu d'origine. Et les habitants ont été dans l'ensemble, extrêmement favorables en disant « vous êtes venus jusque nous nous attendions à ce que les gens retiennent leur discours, se montrent méfiants, mais c'était en fait plutôt le contraire. On a eu vraiment des gens qui se sont énormément livrés. Et c'est à partir de là, dans une deuxième phase, que nous avons recueilli tous ces fantastiques matériaux, des histoires de vie, des entretiens semi-directifs, etc. Et c'est à partir de là que nous avons fait un effort de conceptualisation et que nous avons essayé de mettre en forme, disons, selon les critères des sciences sociales, ce que nous avait dit